Je tiens d'abord à avoir une pensée pour tous ceux parmi vous qui ont apporté un travail considérable dans la recherche de la vérité dans une tragédie qui a été celle du Rwanda. Un certain nombre de journalistes ont essayé, malgré toutes les orientations qui ont voulu être données à cette tragédie, de rechercher la vérité, et c'est tout à fait à votre honneur. Ma deuxième pensée va aux victimes. Quand Bernard et moi sommes sortis hier de la notification du rapport d'expertise, nous étions profondément émus parce que nous avions la certitude que pour beaucoup de familles de victimes, pour ceux qui n'étaient plus là, c'était une réhabilitation. Pourquoi était-ce une réhabilitation? Parce que la thèse révisionniste qui avait été développée depuis des années était humiliante, accablante, indigne, et tendait à laisser croire que les victimes étaient les responsables du massacre qu'ils avaient subi. Quelle était la thèse? La thèse était que l'attentat contre l'avion avait provoqué le génocide dans le but d'organiser une intervention du FPR. C'était le processus classique de toute explication de génocide que l'on avait retrouvé dans le génocide arménien, quand il avait été reproché aux Arméniens de s'être alliés aux Russes contre les Turcs, dans le génocide juif, lorsque l'on avait évoqué le complot des sages de Sion et que l'on avait développé la haine, et ce que nous avions présent à l'esprit, et tous ceux qui avaient été témoins du processus qui avait conduit au génocide, c'était qu'en réalité, on avait été confronté à un génocide délibéré, organisé, préparé, et qu'un coup d'État était à la clé, présent dans les volontés de faire en sorte que les accords d'Arusha ne soient pas appliqués. Pendant des années, pendant des mois, le génocide a été préparé. Il a été déclenché sur l'ensemble du territoire rwandais, d'une façon simultanée. Le lendemain de son déclenchement, la première ministre Hutu et le président du Conseil constitutionnel ont été assassinés d'une façon qui n'a jamais été contestée par la garde présidentielle, de façon à éviter que l'intérim présidentiel puisse être exercé. Et dans ce contexte, dans un processus étrange où l'enquête a commencé à être menée en France à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile, intervenue très tardivement, puisque pratiquement plus de 3 ans après les faits, un processus d'enquête où des personnes ont été soupçonnées dès le départ, qu'une enquête a été menée d'une façon absolument pas contradictoire, où un magistrat qui s'était voulu courageux en allant en Libye n'avait pas considéré devoir aller au Rwanda, où ce même magistrat n'avait pas considéré devoir ordonner une expertise de façon à ce que, d'une façon technique et scientifique, on puisse essayer de comprendre dans quelles conditions matérielles l'attentat avait été perpétré, dans des conditions où ensuite un soit transmis a été médiatisé alors qu'il a été censé ne pas l'être sur le plan juridique, de façon à jeter la suspicion sur des dirigeants rwandais proches du président Kagame, eh bien dans ce contexte où des livres ont été écrits pour stigmatiser une partie du Rwanda, mais stigmatiser en réalité la totalité du Rwanda, puisqu'on indiquait que les Rwandais, que les Tutsis étaient des menteurs et que les Hutus l'étaient par imprégnation, eh bien dans ce contexte-là, un travail considérable a été tenté pour essayer de faire en sorte que la vérité apparaisse. Ce travail a débuté il y a à peu près 3 ans, et là, je crois qu'il faut mettre l'accent sur l'indépendance, le professionnalisme, l'honneur de magistrats qui sont M. Couard, qui accompagnait M. Trévidic, et M. Trévidic.
et ensuite Madame Nathalie Poux, qui est venue se joindre à Monsieur Trévidic. Monsieur Trévidic, qui dans un premier temps avait une vision tout à fait négative du dossier, qui n'avait pas pris de distance par rapport à l'enquête menée par Monsieur Bruguière, qui avait souhaité, quand Madame Roscabouillet avait été interpellée, de faire mettre en détention Madame Roscabouillet, qui a accepté de remettre à zéro la totalité de l'enquête. Ce n'était pas rien, puisqu'il y avait à peu près 20 000 pages de dossier à l'époque dans la procédure, et qu'elle était à 15 jours ou 3 semaines de sa clôture. Depuis, c'est-à-dire il y a à peu près 3 ans, un processus de clarification, un processus de professionnalisme de la part des magistrats, sans la moindre concession, à charge et à décharge, mais enfin à décharge, sans mettre de côté en quoi que ce soit la charge éventuelle, en vérifiant toutes les déclarations, en vérifiant leur crédibilité, a été menée. Et cela a été amené à arriver à un sommet de recherche méthodologique sérieuse, lorsque le magistrat instructeur a accepté de se rendre sur place, car les cartes d'état-major ne peuvent pas rendre compte de la complexité du paysage, ne peuvent pas rendre compte des problèmes de perspective, de visibilité. Le magistrat instructeur a accepté de s'y rendre et en a profité pour ordonner une expertise technique et scientifique qui, non pas s'est fondée sur les témoignages, ça marche, hein, non pas sur les témoignages, mais à vérifier si les témoignages étaient crédibles sur le plan technique et scientifique. Donc, ne s'est pas appuyé sur des déclarations, mais à vérifier les déclarations. Et puis a été amené, par des experts qui étaient des experts totalement indépendants, à voir dans quelles conditions, à la fois l'avion avait pu être abattu, par quel type de missile il avait pu être abattu, quel était le trajet précis de cet avion et ce que l'on pouvait entendre. Pourquoi cela avait-il une importance? Parce qu'il était certain qu'en fonction de l'emplacement sur l'avion du point d'impact, cela permettait de déterminer une des probabilités, une des possibilités de tir. Il y a eu plus de 56 missiles qui ont été étudiés. Plus de 56 missiles qui ont été étudiés et qui ont été progressivement écartés les uns après les autres pour aboutir à un missile, le SA-16. L'ensemble des trajets possibles de l'avion ont été étudiés pour en arriver à un trajet. L'ensemble des possibilités de tir et d'orientation de tir ont été étudiées. Des simulations visuelles ont été faites. Et, en dernière instance, 6 possibilités de trajet ont été analysées et retenues. Dans ces 6 trajets, 2, bien sûr, oui, de missiles. Il faut suivre, hein, jeune homme. Les trajets de missiles. C'était simplement un hommage pour le jeune homme. 6 missiles. Tu vois, tu me perturbes. 6 trajets de missiles. 2 venant de Masaka. 3 venant de Kanumbe. Ça fait 5. Et un 6e, un peu entre les deux, un lieu appelé la Porcherie. C'est comme ça, hein, parce qu'il y avait des porcheries à l'époque. En définitive, Masaka a été totalement écarté. Totalement écarté pour des raisons techniques et scientifiques. À savoir qu'il était impossible, d'une part, qu'un missile tiré de Masaka puisse atteindre l'avion à l'endroit où il avait été atteint, et en deuxième lieu, en raison de l'écoute qui avait été faite par 2 personnes distinctes
dont un militaire français qui avait entendu le souffle de départ du missile, qui a une sonorité très précise, qui peut être parfaitement entendu par un militaire, parce que les militaires sont très attentifs au souffle de départ, parce que cela signifie qu'ils peuvent estimer à quel moment ils le recevront sur la tête, et donc qu'il a été analysé par un acousticien, le fait de savoir quelle était la distance à partir de laquelle on pouvait évaluer le tir du missile pour pouvoir en entendre le souffle. Et donc 2 endroits en définitive ont été retenus qui sont dans le camp militaire de Canonbé. Le cimetière et un lieu proche du cimetière. Donc aujourd'hui, et pour être bref et pour ne pas prendre trop de votre temps, Masaka, qui ne nous gênait pas, le lieu de Masaka ne gênait pas la défense. Parce que pour Masaka se posait la question de savoir comment un commando aurait pu y arriver, mais surtout comment il aurait pu en partir. Parce que y arriver, on peut toujours se faufiler, la preuve, vous êtes nombreux ici, mais quand vous allez essayer de sortir, vous allez voir, il faut réussir à s'extraire. Or, quand on vient de commettre un attentat, il faut imaginer que dans un lieu où déjà il y a des barrages militaires, réussir à s'extraire de l'endroit, c'est totalement impossible. Donc l'endroit ne nous gênait pas, d'autant plus que c'était un champ de papyrus et que beaucoup de personnes dans le dossier avaient oublié qu'un champ de papyrus, eh bien, ça baigne dans 1 mètre d'eau. Et que rester 3 heures avec un lance-missile dans l'eau, dans un endroit qui est proche d'un point d'eau où tout le village vient prendre de l'eau, ce n'était pas forcément une évidence. Mais ça, nous l'avions dénoncé. Heureusement que des experts scientifiquement maintenant disent c'est totalement impossible. Quant à Canonbé, eh bien, il est évident qu'à Canonbé, même des personnes qui connaissent mal le dossier ou qui ont mal retenu le nom, eh bien, peuvent s'imaginer qu'à partir d'un camp militaire qui est aux mains du pouvoir en place à l'époque, eh bien, il est difficile à un commando de l'IFPR venant du SCND, où il était parqué, d'y pénétrer. Donc, aujourd'hui, nous avons la certitude scientifique et technique que le FPR n'est pas en cause. Il va y avoir 3 mois pendant lesquels toutes les personnes vont étudier en détail un rapport qui est très long, qui fait quelques centaines de pages, plusieurs centaines de pages, qu'ils vont analyser avec détail. Je parle de nous-mêmes. Je dis « il », ce n'est pas le « il royal », mais c'est aussi nos contradicteurs. Et nous pensons que cette nouvelle, pour un certain nombre de parties civiles, n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est pour ça que nous ne disons pas que nous avons gagné, mais que c'est la vérité qui a gagné. Parce qu'il est important aussi pour les parties civiles qu'elles sachent quels sont les auteurs réels de l'attentat. Une victime ne doit pas souhaiter que ce soit tel ou tel qui soit coupable, mais que ce soit le véritable coupable. Et donc ce rapport, nous considérons qu'il est fondamental pour le FPR, mais qu'il est aussi fondamental pour les parties civiles qui ont été induites en erreur pendant des années. Aujourd'hui, au bout de ces 3 mois, nous verrons si des demandes d'actes ou de compléments d'expertise interviendront. Nous avons simplement une certitude et une évidence, c'est que tout témoignage supplémentaire qui viendrait 17 ans après essayer de donner un scoop, et je pense à certains témoins qui font des effets médiatiques en disant qu'ils ont des scoops immédiats à fournir, eh bien tous ces scoops seront amenés à se confronter à la réalité de l'expertise. Et que cette réalité de l'expertise est indépassable, parce qu'elle n'est pas subjective. En deuxième lieu, dès que le dossier sur le plan expertal sera terminé, nous solliciterons que le dossier soit disjoint. C'est un élément technique, parce que nous ne souhaitons pas que les magistrats instructeurs s'arrêtent dans la recherche de la vérité et des auteurs de l'attentat, de leurs mandataires et de leurs soutiens et de leurs conseillers, mais nous souhaitons que nos clients puissent bénéficier d'un non-lieu
Et à cet effet, il sera nécessaire qu'une disjonction intervienne pour nos clients dans la procédure et qu'ensuite un non-lieu soit prononcé, c'est ce que nous solliciterons. Nos clients se réservent également, et c'est un point important, de déposer une plainte pour tentative d'escroquerie au jugement en bande organisée. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de personnes sous serment ont cherché à orienter ce dossier et à le manipuler pour faire porter la responsabilité de l'attentat sur ceux qui ne l'avaient pas commis, dans un but évident de tentative de déstabilisation du régime rwandais. Ce n'est pas une défense de notre part du régime rwandais, ce n'est pas une défense de la part de nos clients du régime rwandais, mais c'est la stigmatisation des victimes par l'intermédiaire de la thèse qui avait été retenue. Dernier point, nous insisterons, et moi tout particulièrement, puisque j'ai été hébergé momentanément, et je tiens à leur rendre hommage par Le Monde.fr, sur l'extension de la loi sur le négationnisme. Puisque j'avais été, en 1996, un des avocats des Arméniens, contre les WIS, que nous avions souhaité, que j'avais souhaité à l'époque qu'il y ait un texte sur le négationnisme visant l'ensemble des génocides, et que l'on n'ait pas à ponctuellement, à chaque fois, voter qu'un génocide en est un par le Parlement, et que le texte actuel me paraît tout à fait insatisfaisant dans le cas d'espèce, qui est celui des Rwandais. Faut-il attendre qu'à l'ordre du jour soit fixée la reconnaissance par le Parlement français du génocide rwandais, alors que personne ne le conteste, en tant que génocide? Et faut-il, pour cela, ensuite, laisser tous les propos négationnistes ou révisionnistes continuer à se tenir? C'est un problème d'éthique, c'est un problème philosophique, mais c'est avant tout un problème de droit, car un crime ou un délit, eh bien, doivent être jugés par des tribunaux et pas énoncés par un Parlement. Or, il y a une loi sur le génocide, qui est l'article 211-1, qui définit précisément le génocide, et il s'applique totalement pour le cas rwandais, et toute négation devrait pouvoir être sanctionnée. Maintenant, je laisse la parole à celui qui, pendant des années, et généralement les avocats cherchent à tirer la couverture vers eux. Eh bien, si j'ai pris la parole en vedette américaine, c'est pour que la vedette puisse s'exprimer. Bernard Mainguin a consacré des heures de sa vie, des années de sa vie, avec un dévouement total pour la cause des victimes. Non pas pour la cause d'un régime, mais pour la cause des victimes. Et je crois que c'est lui qui pourra développer ce que j'ai trop longuement déjà évoqué. Merci, et si vous avez des questions après la prise de parole de mon ami Mainguin, que j'appelle la frite enchantée, pour que ceux qui ne le savent pas le sachent, bien entendu, vous pourrez le faire. Merci, Lève. Merci. C'est une chouette défense qu'on fait à deux. Ça, je peux vous dire que le monde du barreau est un monde de conflit de narcissisme quand on voit traditionnellement la façon avec laquelle ça fonctionne. Je dois dire qu'ici, on est exactement à l'inverse de cela. J'ai eu la chance, en amenant ce dossier... On passe du sujet, parle du sujet. Mais laisse-moi continuer, 2 minutes. Non. En amenant le dossier, de trouver le personnage qui est ici à ma droite. Et j'avoue que sans lui, je pense que j'aurais ramé solidement dans la bonne ville de Paris. Je voudrais aussi dire que dans ce dossier, je trouve que ce qui est en train de se produire, qui est à mon avis quand même un moment historique, c'est le retour de deux vertus. La première, c'est le respect. Nous avons croisé des magistrats qui, sans concession pour nous, nous ne leur demandons d'ailleurs pas de nous faire de concessions. Nous leur demandons simplement de faire leur métier calmement et de nous entendre en nos arguments. Eh bien, c'est
c'est le retour du respect de la défense et du respect des arguments des uns et des autres. Et dans une région comme la région des Grands Lacs, où je me rends si souvent, je pense que ce travail-là doit se faire dans ce contexte-là et pas ailleurs ni autrement. Et la deuxième chose, c'est quand même le retour sur le discours de la méthode, je dirais, le discours de l'art d'instruire un dossier qui est en cours. Je voudrais quand même rappeler, et après je vais me pencher sur quand même quelques éléments qui m'ont profondément troublé dans cette affaire, je voudrais quand même rappeler que, en ce qui concerne la base de l'accusation qui était formulée contre nos clients, nous nous trouvions devant un monsieur Rouzibiza, qui a sorti un bouquin, soi-disant accablant à charge de nos clients, et en fait qui ne contient aucune ligne de précision factuelle concernant la façon avec laquelle il a agi. Donc il se présente comme membre d'un commando, et en réalité, il n'y a aucun élément factuel. N'importe quel juge d'instruction dans n'importe quel pays confronté à un crime de cette importance fait une chose: vous vous prétendez membre du commando qui a fait ça. Je vous demande de rester ici, de rester sur le territoire français, de ne pas bouger. Éventuellement, je vous prends comme témoin assisté ou je vous mets en garde à vue. 2, je pense, personnellement, que je vais sur place et je demande à la personne de reconstituer les faits avec moi. Cette mesure élémentaire, dont vous vous en souviendrez lorsque l'ordonnance de M. Bruguière est sortie, cette mesure élémentaire n'a jamais été mise en place, mise en œuvre. Elle s'inscrit dans un contexte où nous découvrons que lorsque M. Rouzibiza intervient, il fait preuve d'égards surprenants. Alors permettez-moi de rappeler 2-3 éléments, mais c'est une des rares fois où je vois que l'enquêteur principal dans un dossier, enquêteur qui est censé se taire comme policier, ne pas bouger, ne rien dire, parce qu'il ne sait pas comment va évoluer cette enquête, à charge ou à décharge. Eh bien, cet enquêteur principal, première chose, organise le contact entre les soi-disant experts et le témoin. En d'autres termes, c'est lui, et c'est mis dans la presse, qui met en contact M. Guichawa, Mme Vidal et le témoin. Et nous ne trouvons pas de traces de cette organisation dans le dossier. Et deuxièmement, quel est le fondement de cette intervention? Ces experts vont crédibiliser scientifiquement l'ouvrage de M. Rouzibiza. Je pense que rétrospectivement, la lecture de la préface de Mme Vidal est un grand moment d'anthropologie scientifique. Et puis, vous voyez que le même enquêteur principal, et nous allons déposer la pièce prochainement, le même enquêteur principal va écrire une lettre en Norvège pour soutenir la demande de visa de statut de réfugié de M. Rouzibiza, ce qui est quand même extraordinaire. Enfin, je ne sais pas la fonction d'un enquêteur. Et dans le même document, il va accuser les personnes, pas en direct les personnes, mais le gouvernement auquel les personnes que nous représentons est lié, de multiples crimes contre l'humanité. Donc il prend position directement contre nos clients. Il s'ingère dans la protection du témoin en dehors des règles de procédure. Eh bien, c'est le genre de monstruosité que nous trouvons dans le dossier. Nous trouvons aussi dans le dossier des choses surprenantes, et tout ça est sorti dans la presse, donc, mais j'aimerais vous en faire le condensé ici, puisqu'on voit tout à coup que M. Baril est tenu comme informateur de M. Paye-Bien. Je ne vois nulle part de PV d'audition de M. Baril ou de compte-rendu des contacts avec l'informateur. Par contre, M. Baril vient comme consultant indiquer un certain M. Singaye comme interprète et traducteur dans le cadre du dossier.
il faudra la défense pour que nous amenions la preuve que ce monsieur Singae était en réalité un espion des services de renseignement de M. Abiyarimana en poste à Berne, qui a été expulsé de Suisse à raison de ses implications et de ses liens avec le gouvernement génocidaire durant le printemps 1994. Il faudra que ce soit la défense qui apporte ces éléments pour qu'on se dise, mais finalement, comment ce monsieur peut-il venir dans la procédure? Je vais ajouter une chose, c'est que nous allons déposer chez le juge, chez le magistrat instructeur, un certain nombre de pièces qui révèlent la totale proximité, quand je dis proximité, la totale proximité entre Jean-Luc Abiyarimana et M. Singae, proximité d'affaires, proximité amicale de M. Singae, conseiller de M. Bozizé, qui est devenu consultant indépendant pour le groupe Areva. Et nous allons, et je pose une question, comment se fait-il que l'enquête n'ait pas révélé à minimum le passé de ce monsieur? Et comment se fait-il que les avocats de cette partie civile, je parle de la partie civile Abiyarimana, soucieux, je le suppose, de déontologie et d'éthique dans la tenue de la procédure, n'aient pas été amenés à poser la question directement au magistrat instructeur: est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train d'utiliser comme expert dans votre procédure une personne qui est particulièrement controversée dans son histoire, qui est le beau-fils du financier du génocide Félicien Kabuga, et qui est particulièrement controversé dans son histoire, et qui est susceptible de poser à terme d'énormes problèmes de procédure? Pourquoi faut-il que ce soit la défense qui pose cette question? Pourquoi la famille Abiyarimana, qui savait cela, pourquoi les avocats de la famille Abiyarimana, qui, à mon avis, ne peuvent quand même pas ignorer une chose aussi élémentaire, pourquoi n'ont-ils rien fait in illo tempore? De même, je trouve quand même extraordinaire que dans un ouvrage que je lis, où M. Reintjens, qui a été considéré comme un des informateurs principaux de ce dossier, Philippe Reintjens, expert, professeur d'université à Anvers, dans un ouvrage récent, ce monsieur écrit qu'il échange mail et courriel avec l'enquêteur. Je pose une question: trouvez-vous normal que les mails et les courriels de l'enquêteur ne soient pas au dossier? Trouvez-vous normal que les comptes rendus des entretiens entre M. Reintjens et M. Paébien ne soient pas au dossier? Le BABA, c'est que si un enquêteur a un contact avec un informateur et que la pièce doit être introduite en procédure, eh bien on en dresse procès-verbal et on dépose la pièce au dossier. Ici, nous sommes dans un dossier où nous avons le sentiment qu'il y a un univers parallèle qui fonctionne hors dossier et qu'il y a ensuite l'histoire du dossier qui se construit. Dans cet univers parallèle, nous y pointons un certain nombre de personnages: M. Baril, M. Singae, M. Jean-Luc Abiyarimana, des experts qui crédibilisent et qui donnent une atmosphère de savoir-faire et de connaissances scientifiques. On a souvent cité M. Reintjens, professeur d'université. Je voudrais quand même rappeler que M. Reintjens a participé comme consultant avec son université à l'élaboration de la Constitution qui a avalisé l'apartheid dans la période Abiyarimana. Je voudrais rappeler que M. Reintjens a été complice de quelque chose que je ne suis pas prêt d'oublier parce que c'était fait auquel j'ai participé. Nous avons accueilli avec un ami avocat en 1992 l'opposition Hutu et le FPR à Bruxelles pour un dialogue préparatoire au processus de paix qui deviendra le processus d'Arusha. Et
ces réunions se sont faites au Palais de Justice et nous avons aussi également été accueillis au Sénat. Monsieur Reintjens a fait une démarche que je trouve antidéontologique majeure. Il a été recherché 2 des 3 participants. Moi, je n'ai pas été invité, mais par contre, Maître Skeers, mon confrère, et M. Willy Kuipers, ancien sénateur d'un mouvement qui s'appelle la Volksunie, ont été conviés à rencontrer M. Abiyarimana pendant la période 92-94 pour parler de ces faits. Je ne sais pas si on se rend bien compte qu'à l'époque, j'estime que lorsque l'on reçoit des gens dans son cabinet ou qu'on les reçoit au Palais de Justice, on est totalement couvert par le secret professionnel, que ce qui s'est dit, je pense que moi je n'en ai jamais touché un mot à qui que ce soit, et j'estime que jusque dans ma tombe, je ne dirai jamais un mot de ce qui s'est échangé ce jour-là. Mais ce qui est gravissime, c'est d'aller mettre 2 personnes témoins de ce qui s'est passé entre les mains de M. Abiyarimana et de ses amis, et je pose des questions dès lors que je sais que beaucoup des participants à ce dialogue ont été assassinés dans les premiers jours du génocide. J'aimerais bien comprendre s'il y a des gens qui sont conscients ou non de ce qu'ils font quand ils jouent les experts et soi-disant les porteurs de vérité. C'est le même M. Reintjens qui va recevoir les éléments de M. Bagosora concernant notre dossier, c'est-à-dire le rapport de M. Mounianeza concernant l'identification des missiles, qui va amener ces pièces aux enquêteurs et qui va jouer au super enquêteur conseiller de M. Paye-Bien, sans que jamais nous ne sachions le rôle exact de cette personne dans le dossier, comme nous ne savons toujours pas le rôle exact de Mme Vidal et de M. Guichawa, comme nous allons poser, bien entendu, la question du rôle de M. Baril. Parce qu'en fin de compte, dans ce dossier, si nous ne savons pas encore quels sont ceux qui ont actionné les missiles, sauf que nous savons une chose, il faut être super doué pour les actionner, il faut un entraînement très solide, 100 heures. 100 heures d'entraînement, et il faut un art de maniement et une préparation solide. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Eh bien, nous constatons en tout cas une chose, c'est que l'enfumage, je pèse mes mots, l'enfumage complet de ce dossier vient de Baril et des siens. Et curieusement, M. Baril reste toujours, jusqu'aujourd'hui, à l'écart, protégé. Je dis l'enfumage vient de M. Baril et des siens, parce que, jusqu'à preuve de contraire, on voit M. Baril dans la région, mais il ne rend pratiquement compte de rien. Nous savons qu'il a été consultant de Mme Agatha Abiyarimana, chargée d'enquête sur le dossier, et qu'il a affirmé peu de temps après, quelques heures après la sortie de l'article de Mme Brackman dans Le Soir concernant l'implication et de certains éléments français, qu'il a sorti sur Antenne 2 une série d'éléments et qu'il a notamment agité la boîte noire disant que toute la vérité était là. Et nous savons que cette boîte noire n'existe pas. Nous savons qu'il n'avait pas en main la boîte noire. On nous a ensuite enfumé autour de la présence de la boîte noire à New York. On a cru qu'il y avait une manipulation des Nations Unies. On sait aujourd'hui que cette boîte noire à New York était une boîte d'un vol Concorde d'Air France. Curieusement, une fois qu'on découvre ça, on peut quand même commencer à se poser la question pourquoi une boîte noire d'un vol d'Air France se retrouve dans une armoire à New York et qui l'a amenée là? Et ça, c'est une question sur laquelle la défense aimerait bien avoir des explications. On découvre que le grand spécialiste nous dit qu'effectivement, il a vu les fameux tubes lance-missiles. Et où partent les tubes lance-missiles? Ils partent dans le Congo de M. Mobutu, le Congo de M. Mobutu, où M. Baril est également consultant. On évoque le fait que ces missiles, ces tubes, aient été remis à M. Tembele et à M. Baramoto.
et tout à coup, ces lance-missiles disparaissent dans les profondeurs congolaises. Alors la question que je pose, c'est, pensez-vous un quart d'instant que si je suis un gendarme avisé comme M. Baril et que je suis en mesure de contrôler ce qu'il a confirmé, la présence de ces lance-missiles dans le camp de Kanombe où ils ont été détenus, est-ce que vous pensez un quart d'instant que je n'ai pas la présence d'esprit d'amener les services de renseignement et des amis de 2-3 ambassades pour surveiller les missiles et les faire partir par voie sécurisée avec toutes les conditions matérielles de sécurité qu'il faut pour arriver sur un territoire où une enquête indépendante pourrait être menée. Comme par hasard, ces missiles disparaissent. Il faudra un jour avoir des explications sur l'enfumage de l'affaire aux Ibiza. Quand je vois, on a cité ça dans un journal, quand je vois que M. Marara et M. Musoni, soi-disant témoins de la préparation de l'attentat, nous avons rapporté la preuve que ces soi-disant témoins de la préparation de l'attentat n'étaient pas présents, n'étaient recrutés par l'APR qu'au mois de mai 1994 et qu'ils n'ont été opérationnels sur le terrain au niveau militaire qu'à la fin de l'année 1994. Que dès lors, il n'y avait pas pour eux de possibilité d'être à Molindi et d'entendre les faits. Et que je vois que M. Musoni, qu'on essaye de réentendre pour qu'il s'explique après les faits qu'on a apportés concernant son terrible témoignage dont on a fait beaucoup de bruit dans la presse, je constate que M. Musoni eh bien, nous dit qu'il a suffisamment rendu de service à la France. J'aimerais bien qu'il s'explique. J'aimerais bien avoir des éléments d'indication, quel service, de quel type. Quand j'entends que M. Rouzibiza est rapatrié sur le territoire français à l'intervention de certains attachés de services de renseignement dans les ambassades à Kampala et en Tanzanie, et qu'il va être accueilli et débriefé à Bruxelles et en Europe par Élisée Ndaïsaba, qui est très proche des mouvements FDLR en Europe, j'aimerais que l'on enquête un tout petit peu. J'aimerais que l'on sache pourquoi une personne qui a été tellement au cœur de ce dossier comme M. Baril n'a jamais fait l'objet ni d'une mesure de mise sous écoute téléphonique. On a quand même une tradition d'écoute téléphonique parfois. Mais là, M. Baril, pas d'écoute téléphonique, pas de surveillance, pas de suivi de ses mails, pas de contrôle de ses computers, pas de mandat de perquisition. M. Baril est entendu gentiment comme un témoin tout simple et il est relâché. Alors, on est dans ce que j'appelle, puisqu'on a parlé un jour d'un network commando, on est, pour nous, dans l'autre network commando, celui qui a enfumé le dossier pour essayer de trahir la vérité. Nous sommes des gens de justice, on n'est pas là pour faire de la politique. On n'est pas là pour faire de la politique. On n'est pas là pour soutenir A ou B. La question, c'est est-ce que le soir du 6 avril, les tirs sont venus de Kanombe ou sont venus de Masaka? Et qui contrôle Kanombe, qui contrôle Masaka? Ces questions-là, c'est des questions techniques auxquelles, maintenant, tout doucement, la réponse est apportée. Et par rapport à ça, ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer avec la justice, nous trouverons sur leur route. Nous irons jusqu'au bout. C'est pour ça que Maître Forster et moi-même envisageons un dépôt de plainte pour tentative d'escroquerie à jugement en bande organisée, parce que, contrairement à ce que disait M. Péan, le temps de la culture du mensonge, je ne le trouve pas à Kigali, je l'ai trouvé à Paris. Le temps de la manipulation judiciaire, je l'ai trouvé ici. Et je pense que la justice a droit au respect. Et ce sera l'honneur de magistrats français intègres avec lesquels nous allons collaborer, de ramener toutes les choses dans les rails, de veiller à ce que les gens qui ont été dans la subornation de témoins, dans les manipulations, payent le prix symbolique et judiciaire de leurs actions. Voilà.
Je suis à votre disposition. C'est toujours la première question qui est la plus difficile, mais je crois qu'il y en a une sur la droite. Charmante madame, allez-y. Que pensez-vous de l'apparition de nouveaux témoins comme Théogène Boudassignois, qui était président du FPR et qui a répété avec ainsi peu que c'était le FPR comme il a dit? Mais écoutez, moi, je suis d'opinion. Première chose, j'ai constaté que chaque fois que quelqu'un est opposé à M. Kagame, il a entendu quelqu'un et il a un élément d'information à fournir concernant le débat sur l'attentat. Donc toute personne qui, directement ou indirectement, est contre M. Kagame vient déposer ou dire quelque chose contre nos clients dans ce dossier. Deuxième élément, tout témoignage aujourd'hui, tout témoignage, quel qu'il soit, et je pense à un témoignage qui surgit 17 ans après les faits, pour la première fois, tout témoignage, alors que l'intéressé aurait pu parler depuis longtemps, même si on parle, on devrait imaginer l'idée de son indépendance, etc., pouvait prendre la parole depuis beaucoup plus longtemps, mais tout témoignage devra s'inscrire dans la logique du dossier. Ça veut dire que pendant 17 ans, on nous a seriné que de toute façon, c'était Massaka. On nous a seriné que c'est à Massaka qu'on les a tous vus. On nous a seriné qu'il y avait ce network commando, dont pour la petite histoire, je ne suis pas rentré dans les détails, mais vous devez savoir que nous avons, comme membres du network commando, 6 ou 7 versions des membres du network commando. Parce qu'on nous annonce en général un network, on a 6 ou 7 versions de ce qu'est le network commando, de qui est dedans, qui y va, qui y revient. C'est bourré d'incohérences, mais peu importe. Mais on nous a seriné tout cela. On nous a expliqué en long, large et travers comment les fameux missiles seraient partis de Mulindi jusqu'au CND. Entre parenthèses, quand on a dit que les missiles sont partis de Mulindi jusqu'au CND, on a dit que c'est dans un véhicule conduit par un certain Safali Karonkoje, qui est un militaire de l'APR, qui n'a jamais été entendu. Petite parenthèse, et qui vit tranquillement à Kigali, qui est un homme d'ailleurs modeste, qui est chauffeur de taxi. Jamais entendu, mais peu importe. Mais donc, on nous a expliqué tout ça. On nous a dit, ou soi-disant, que les gens ont été logés dans la chambre de Rose Kabouye sans aller vérifier si cette chambre était capable d'accueillir le célèbre network commando. Tout ça, on a reçu. Donc, j'attends un témoignage qui s'inscrive dans l'histoire. C'est un peu comme lorsque les personnes ont senti tout doucement s'effriter la thèse Massaka, on a commencé à nous dire « Ah, mais c'est peut-être un peu plus loin que Massaka. Ah, c'est peut-être de ce côté-là. Est-ce que ce n'est pas du côté de Ndera? Ou est-ce que ce n'est pas un peu plus loin que chez Gutanit, etc. » Donc, on a senti tout à coup s'estomper. Moi, je suis certain que le prochain témoin va vous raconter qu'il va y avoir un petit commando spécialisé qui va rentrer dans Kanombe ou qui va venir s'installer près du camp de Kanombe. Ça, c'est la suite. Je suis conscient de tout ça. Mais en attendant, nous défendons cette personne accusée dans des conditions précises, mise en examen dans des conditions précises, avec un récit historique. Nous l'avons démonté pièce par pièce, argument par argument, et nous avons même été plus loin. Nous avons fait, parce que j'aimerais quand même qu'on entende ceci, c'est nous qui avons demandé la descente des magistrats à Kigali. Les magistrats ont dit oui, mais nous voulons avoir des experts avec nous pour faire un certain nombre de contrôles. Nous avons parlé avec nos clients. Et il faut imaginer la confiance que ces gens ont mise en nous et dans les juges Trévidix et Poux, parce qu'il n'était pas évident, après des années de salissure,
d'accepter de s'en remettre à une énième expertise. Rappelons-nous, quand je parle de cette énième expertise, que les services de renseignement belges qui ont enquêté, je vais d'ailleurs y revenir parce que je voudrais dire une chose fondamentale du point de vue belge, qui ont enquêté de façon approfondie sur cet attentat. Pourquoi? Parce que les Belges ont été accusés. C'est la première accusation. Le soir du 6 avril, on accuse les Belges. D'ailleurs, M. Bagosora dit au TPIR, c'est impossible pour le FPR d'arriver à Massaka, il faut l'aide des Belges. Donc l'auditorat militaire investigue et arrive à la conclusion que c'est plutôt Kanombe. Les renseignements militaires américains arrivent à la même conclusion. Les témoignages du rapport Mutsinzi, la même conclusion. Les experts de l'Académie royale militaire à Londres à la même conclusion. Et dans ce contexte-là, vous avez des gens accusés ici par l'ordonnance Bruguière qui ont le courage de dire, mais tout compte fait, vous nous demandez encore une fois, de faire confiance à la justice qui vient de là-haut, hein, du nord de la Méditerranée, eh bien, on va tenter. Et c'est ça qui s'est passé. Personne ne peut se rendre compte de l'ampleur de ce choix qui est fait à un moment donné par des hommes et une femme qui sont blessés et meurtris par tant d'années d'accusation et avec lesquels ils ont dû vivre. Et tout à coup, au moment où tout ce dossier est démoli, on voudrait dire « Ah, mais tout compte fait, on va encore essayer une autre thèse. » À quel titre et de quel droit? La seule chose que vous a dit hier soir l'avocate d'Agathe Pierre-Manat, c'est que le rapport confirmait que c'était des missiles russes et que ces missiles russes, l'armée loyaliste rwandaise n'en avait pas. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport concernant les missiles et qu'est-ce que ça peut impliquer? Oui, alors, donc d'abord, ce n'est pas la seule chose. Moi, oui. Mais donc, je l'entends bien, mais je vous précise, ce n'est assurément pas la seule chose. Moi, je retiens de ce rapport, et je retiens de ce que j'ai entendu, mais peut-être que, bon, de nouveau, tout est possible au niveau des lectures. Moi, je vous dis clairement, sans embâche, l'hypothèse Kanombe confirmée, l'hypothèse Massaka est écartée. Ça, c'est clair. Deuxième élément, c'est exact. Qu'en ce qui concerne les missiles, les experts retiennent l'hypothèse du missile SAM-16. Non, SA-16. SA-16. Non, SA-16. Sur quelle base? À partir de quels indices? Écoutez, sur le fait, très simplement, c'est que ils sont partis de l'idée qu'un certain nombre de missiles n'existaient pas à l'époque, donc il fallait les écarter, que les missiles de bande n'étaient pas envisageables en raison de données techniques et qu'un missile de bande n'aurait jamais raté l'avion une première fois. Et qu'il est évident et établi qu'un missile a manqué l'objectif dans un premier temps et que ce n'est que le deuxième missile qui l'a atteint. Donc toutes les données techniques ont amené, pour des raisons qui sont développées longuement dans le rapport, à écarter tout autre missile et à retenir celui-ci. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai pris des notes au moment où c'était dit, c'est un SA-16, je crois, IGLA 1, pour que ça soit très précis et que vous n'ayez aucune ambiguïté dans l'énoncé. Voilà, SA-16, IGLA 1, c'est bien ça. Hein? Alors attendez, excusez-moi. Maintenant, je n'ai pas entendu la question, mais je vais y répondre quand même, ne vous inquiétez pas. En tout état de cause, il est certain que ce type de munitions, qui est d'origine russe, pour ceux qui ont suivi le dossier de l'Angola, ils doivent savoir, qui d'ailleurs très curieusement date de 94. Hein, l'affaire de l'Angola date de 94. C'est curieusement la même époque et curieusement certains mêmes protagonistes. Mais je ne développerai pas sur ce point parce que ce n'est pas l'objet de la conférence. Mais en tout état de cause, il était apparu très nettement qu'un certain nombre d'armes d'origine des pays de l'Est circulaient dans différents pays.
Donc, dire que ça vient de Russie, vous avez certains armements qui passaient soit par la Pologne, soit par la Tchécoslovaquie, qui ensuite étaient dirigés vers les pays africains. Donc, le fait que ça soit un SAS ICLA 1 n'a absolument aucune signification précise pour pouvoir déterminer l'origine et les utilisateurs. Oui, mais il faut des années d'entraînement. Eh bien, il faut des années d'entraînement, tout à fait. Et Très d'ailleurs, les experts ont dit très clairement qu'eux-mêmes ont essayé, et ce sont des experts en balistique, qu'ils ont été en Pologne pour vérifier la façon dont ça fonctionnait, en Pologne, hein, qui est un très beau pays, mais ils n'y ont pas été simplement pour boire de la vodka à l'herbe de bison, mais en tout état de cause pour vérifier la façon dont ça fonctionnait, et qu'il est apparu qu'il fallait des heures et des heures d'entraînement pour pouvoir le manier d'une façon efficace. Donc ce n'est pas, on ne peut pas improviser dans l'utilisation de ce matériel. Donc cela renvoie, madame, et vous avez raison, à ce que nécessairement ce sont des personnes qui sont des professionnels militaires ou qui ont dû l'utiliser. Hein. Alors, venus de l'extérieur ou pas venus de l'extérieur, moi je n'ai pas d'informations sur la formation soit des commandos d'un bord ou de l'autre bord. Il n'est pas impossible que dans une armée, personne ne soit compétent en matière de missiles, mais ce n'est pas toujours fréquent. Il y a au moins un petit groupe qui généralement est formé dans cette matière. Mais ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Ça ne signifie pas nécessairement, et il n'est pas démontré que ça vienne, que ce soit quelqu'un de l'extérieur, pour être d'une objectivité, je dirais, intellectuelle totale. Mais c'est quand même une hypothèse qui, de loin, n'est pas à écarter. Hein, je voudrais répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, avant que mon confrère Minguin, au moment où j'ai dû partir pendant quelques instants. Tout témoignage, et je l'ai indiqué tout à l'heure, tout témoignage qui interviendrait aujourd'hui devrait se confronter nécessairement aux données de l'expertise. Il faut partir de l'idée, et qui est démontrée, et vous l'aurez par les uns ou les autres, que ce soit par les parties civiles ou par les autres, vous avez une démonstration technique qui ouvre toutes les portes, comme on dit en matière d'instruction, et qui referme toutes les portes. Aucune hypothèse n'a été exclue. Aucun lieu n'a été exclu. Aucun armement n'a été exclu. Et c'est très simple. Compte tenu d'une situation donnée, vous avez sur la représentation de la simulation, vous avez des lignes qui ont été tracées pour voir d'où pouvaient venir les différents missiles atteignant l'avion à un point donné ou à un autre point. Et tous les lieux de départ ont été étudiés. Donc, ce n'est pas pour vous reparler d'expertise, c'est pour vous reparler de tout témoignage qui pourrait intervenir. Et il faut avoir présent, quand même, à l'esprit, pour tous ceux qui ont été au Rwanda, que lorsqu'on arrive au Rwanda, on est frappé par une chose, c'est la lutte anticorruption qui a été menée et qui est menée. Cette lutte anticorruption a amené le gouvernement rwandais à poursuivre même des compagnons de départ du président rwandais. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous a dit Minguin, mais si vous l'a dit, vous voyez, on ne s'est pas concerté. Mais en tout état de cause, vous avez des gens qui, pour des raisons de prise de pouvoir politique ou du fait qu'ils ont été poursuivis pour des faits de corruption, eh bien, aujourd'hui, ont une revanche à prendre. Mais peu importe, nous ne sommes pas opposés à leur audition. Nous ne sommes pas opposés à ce qu'ils fassent toutes les déclarations possibles. Mais, d'une façon évidente, ça c'est un carnet, on ne pourra pas dire que c'est une pomme, hein, donc, ou une banane, ou ce que vous préférez. Eh bien, ce sera le cas de leur déposition. Je voudrais quand même ajouter une chose. Pendant 17 ans, personne n'a contesté le fait que si c'était le camp Kanombe, c'est la garde présidentielle, c'est les bataillons paracommandos, c'est le contrôle de l'Akazu. Pendant 17 ans.
je constate que hier soir, pour la première fois, on se dit, mais au fond, tout compte fait, est-ce qu'il ne faut pas dissocier cette question? Deuxième élément. Attends, je t'interromps. Il faut rappeler quand même, parce que pour tous ceux qui n'y ont pas été, c'est pas évident, mais on a eu du mal, nous, à rentrer dans le temps de Kanumbe. Parce que les mesures de sécurité pour y entrer étaient telles aujourd'hui, alors il faut imaginer à l'époque, eh bien qu'il n'était pas du tout évident d'y entrer. Et c'est grâce à l'insistance, excusez-moi mademoiselle, je vous laisserai la parole parce que j'ai un peu la névrose du dernier mot, l'insistance du juge et des experts ont permis d'y entrer. Voilà, excusez-moi, allez-y. Alors, mademoiselle. je voudrais ajouter... Une précision, parce que je n'y suis pas allée, effectivement, le cimetière, le lieu proche du cimetière... Il est dans le camp. C'est dans le camp. Oui. Dans le camp. C'est dans l'ancêtre du camp. Alors, vous devez ça. Mais je voudrais d'abord terminer sur le problème formation. Oui, 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 je vais. Oui, tout à fait. Donc, par rapport à ça, donc première chose, je viens de répondre sur la question du lieu par rapport à la garde. Mais deuxièmement, je pense que l'Ève vous a dit que la façon avec laquelle ces missiles... Enfin, c'est pas l'Ève, c'est l'EF. Hein, oui, voilà. pardon. Comme liberté, égalité, fraternité. Voilà. La façon avec laquelle les missiles ont... C'est comme ça. La façon avec laquelle les missiles ont circulé nous amène quand même à nous poser un certain nombre de questions parce qu'on a orienté systématiquement la circulation des missiles vers l'Ouganda et vers le FPR sans prendre en considération le fait que c'est un type d'arme qui a circulé par d'autres voies. Et ce que Maître Forster vient de dire est fondamental. Troisième élément, parlant des missiles, on ne peut... j'ai posé à un moment donné la question à M. Kabarebe, le chef d'état-major qui est devenu ministre de la Défense actuellement. Et il a rigolé. Il m'a dit, Bernard, est-ce que tu te rends compte de qui nous étions en octobre 90 ? Nous n'étions pas l'armée rwandaise qu'on est aujourd'hui. Nous sommes une bande de jeunes qui avions l'idéal de revenir dans notre pays, qui ne parvenions pas à convaincre les autorités gouvernementales de l'époque d'accepter notre retour et de nous permettre de réaliser nos aspirations politiques. Et devant ce blocage, nous avons décidé d'entrer avec un certain nombre d'éléments d'armement, mais qui étaient fondamentalement quelques armements qu'ils avaient sur eux. Et puis ensuite, ils ont pour l'essentiel ramassé les armes quand ils gagnaient les combats. Ils ont eu une stratégie pour aller voler les armes de l'adversaire qui était systématique et permanente. Ces gens ont eu une formation essentiellement à la mitraillette, un peu de mitrailleuse et au fusil. C'est tout. C'est l'essentiel. C'est une armée. Donc il faut se rendre compte de ce que c'est que l'histoire même du FPR, sur laquelle d'ailleurs M. Bruguière n'a pas enquêté. Oui. Et puis il y a les conditions de transport. Parce que comme je disais tout à l'heure, on peut pénétrer dans un lieu, il faut en repartir, mais il a toujours été évoqué que le prétendu commando serait parti du CND, qui était contrôlé par la MINUAR. L'une des dernières thèses, c'est que les missiles auraient été cachés sous un tas d'ordures, hein, pour pouvoir sortir du camp. Vous imaginez, on met les déchets sur les missiles pour pouvoir les cacher. Mais on oublie qu'ensuite, il faut décharger les déchets pour sortir les missiles. Qu'ensuite, il faut pénétrer dans un champ de papyrus avec des missiles en se faufilant entre les papyrus. Eh bien, allez voir un champ de papyrus. Alors, on a amené les experts sur des champs de papyrus. Alors, je voudrais ajouter... Voilà. Attends 2 secondes. Je voudrais revenir à une question aussi essentielle. Sur cette question, on oublie, en ayant parlé de ces ordures, on oublie qu'il y avait un centre d'incinération... On parle des déchets, hein. Un centre d'incinération des déchets au CND. Donc c'est à l'intérieur du CND que les déchets étaient
rassemblés et brûlés. Et donc il n'y avait pas de départ de déchets. Voilà encore un des fantasmes du dossier. Mais donc dans ce contexte global, l'élément majeur, comme vous le dites très bien, c'est de savoir finalement pourquoi aucune enquête sérieuse n'a été faite sur les personnes présentes à Kigali au mois d'avril et susceptibles de tirer un missile de ce type. Pourquoi ça n'a pas été fait? Je ne vois nulle part dans la recherche un inventaire complet et détaillé des hommes attachés au niveau militaire de France, de Belgique et des États-Unis, par exemple, pour citer les 3 pays dont on dit qu'ils sont toujours protagonistes de cette histoire, et qui, avec une analyse complète de leur CV et de leur capacité d'utilisation d'un armement de type missile. Rien. Je pense que ça, c'est un élément sur lequel il faut travailler. Je voudrais aussi ajouter une chose fondamentale, je ne l'ai pas encore citée, mais je voudrais dire que ce dossier révèle aussi quelque chose d'essentiel du point de vue de mon pays. C'est que si, et j'en ai la conviction profonde, et je le dis à l'attention des familles de Parabelges, dont je sais qu'elles sont à l'écoute de cette conférence de presse, si leur papa, leurs frères, leurs sœurs sont morts le 7 avril au matin, c'est parce qu'ils se retrouvaient accusés dans la manipulation du coup d'État, accusés d'avoir participé à l'attentat contre M. Abiyarimana. Je dis ici qu'on n'a pas hésité à tuer volontairement 10 jeunes paracommandos de mon pays pour construire une thèse fausse et manipulée. Les témoignages des militaires au camp Kigali le révèlent clairement. Et de ce point de vue-là, voyez-vous, le rapport de M. Bruguière est quelque part une insulte à la mémoire de ces gens. Parce que j'aurais aimé qu'à un moment donné, dans le travail d'enquête, on aille un tout petit peu plus loin sur ce qui s'est passé le 6 et le 7 avril. Si vous relisez l'ordonnance de M. Bruguière, elle est malheureusement... Le soit transmis. L'ordonnance le soit transmis, et ce document est malheureusement lacunaire sur ces moments. Il fallait qu'il y ait les enquêtes du TPIR sur le rôle de M. Bagassora, sur les contacts de l'intéressé avec M. Dallaire, sur les ordres qu'il a donnés pour emmener les gens, les militaires belges, sur la façon avec laquelle RTLM, dès le 6 avril au soir, disait « c'est les Belges », sur la voix que l'on entendait à l'ambassade de France, disant « on a entendu les Belges » impliqués, sur la façon avec laquelle les instructions ont été données et sur ce qui a été répandu dans le camp Kigali le 7 avril au matin, pour se dire qu'à ce moment-là, le vrai enjeu pour ces 10 paracommandos, c'est qu'ils ont été sacrifiés comme étant complices de l'attentat, et ça permettait aussi, en les sacrifiant, d'évacuer la question des auteurs. D'Artagnan, tu as d'autres questions à poser? Une dernière question, c'est pourquoi vous arrivez à y répondre. Non mais on t'a pas oublié hein, quand même. Hein.
Personne n'est exclu. À une bonne question, on peut répondre brièvement. Je voulais demander, est-ce que le point d'impact du missile sur l'avion a été clairement déterminé? Est-ce que des prélèvements ont permis de déterminer la matière du missile? On a des moyens physiques par spectromètre de masse qui avaient été utilisés notamment par les experts anglais. Il y a des moyens, en trouvant les particules qui restent du missile sur l'avion, de déterminer formellement s'il s'agit d'un SAM-7. Et d'après ce que vous avez dit, c'est forcément un tir par l'avant de l'avion et non par l'arrière, puisque l'avion se dirigeait vers le camp de canon B. C'est un tir qui atteint l'aile gauche, en dessous de l'aile gauche, près du réservoir. Donc ce n'est pas l'arrière, c'est sur la gauche. Il y a une certitude parce que seul le côté gauche ou les restes de l'avion du côté gauche ont été brûlés, alors que de l'autre côté, il n'y avait pas de traces d'incendie. Donc le lieu est totalement localisé et ce qui permet aux experts de déterminer le point d'impact. Voilà. Par contre, en ce qui concerne les résidus, ça n'aurait pas été spécifique puisque les charges de différents missiles pouvaient être retenues. Donc ce n'était pas un élément spécifique. Et je voudrais préciser que précisément dans ce dossier, le point d'impact est une question très importante puisque le point d'impact repéré et analysé qui aboutit au phénomène dit de la boule de feu parce qu'il y a une inflammation du kérosène qui est présent dans l'avion, ce point d'impact est impossible au départ de Masaka, ce qui n'est pas rien quand même. La première question, maître, vous allez répondre à la première question qui a été posée par un journaliste ici derrière. Qui était? Il est parti. J'avais une question sur l'affaire de la boîte noire. Est-ce que dans le dossier, il y a des éléments sur le fait que la boîte noire a été prélevée sur l'avion, notamment par des militaires français? Et il y a un témoignage extrêmement important, c'est Madame Agatha Garimana qui, interviewée par des journalistes de Jeune Afrique, c'est un numéro qui est apparu vers le 20 avril 1994, elle dit « les militaires français ont trouvé la boîte noire ». Madame Agatha Garimana étant partie le 9 avril, ayant été rapatriée à Bangui puis en France, donc ça veut dire que les militaires français ont forcément donc trouvé la boîte noire avant le 9 avril. Ensuite, dans le rapport Moutinzi, il y a un certain nombre de témoins, des membres de Paracommando et du peloton CRAP qui ont vu les militaires français chercher et qui auraient trouvé la boîte noire, disent-ils. Est-ce que tous ces éléments-là sont dans le dossier? Est-ce que le juge Boyer ou son successeur, le juge Trévidic, ont demandé au ministère de la Défense français l'enquête faite par les militaires français sur les causes du crash de cet avion, sur les causes de cet attentat? Réponse? Mais, au risque de me répéter... Si vous voulez, excuse-moi, les enquêteurs français n'étaient pas des enquêteurs. En l'état, l'armée française n'était pas missionnée, n'avait pas mission pour enquêter. Je crois que c'est un premier point. Cela ne l'empêchait pas, pour les autorités rwandaises, éventuellement, d'apporter un soutien logistique et apporter leurs conseils. Mais les militaires français, c'est un terme générique assez large. Monsieur Védrine, dans un texte qui était paru dans Le Monde quelque temps après le procès de M. Péan, avait indiqué qu'il y avait peut-être des éléments de l'armée française, ou des éléments marginaux de l'armée française, qui avaient pu un tout petit peu avoir un comportement inadapté ou déviant. Donc,
il n'y a rien qui ressemble plus à un militaire qu'à un militaire, surtout lorsque il est en action, mais qu'il n'est pas forcément mandaté. Donc, attendez. Par contre, oui, mais par contre, ce qui me paraît important, et là la question que vous posez, mis à part la qualité de cette question et des demandes de précision, est fondamentale parce qu'il faut rappeler que pendant 1 mois et demi pratiquement, le camp est resté fermé à la disposition des autorités rwandaises de l'époque et de leur soutien et de leurs appuis et de leurs conseillers. Quand je dis appui, soutien, conseiller, j'évoque bien entendu les conseillers français qui pouvaient se trouver là. Et donc, il est incontestable que la boîte noire, dont on sait maintenant qu'elle n'était pas noire, dont on n'a jamais eu possession, eh bien, si elle avait été trouvée, elle a disparu et que seules les personnes intéressées à sa disparition pouvaient avoir intérêt à la dissimuler. Or, pendant 1 mois et demi, il n'est pas vraisemblable que cette boîte n'ait pas été trouvée, et donc la seule réponse qu'on peut fournir, c'est qu'il y a une hypothèse, mais plus que vraisemblable, qu'elle ait été écartée, dissimulée, et par des gens qui pouvaient avoir intérêt à le faire, donc qui n'étaient pas loin de la réalité de l'attentat. Excusez-moi, est-ce que, comme on a des trésors derrière, on peut vous prendre un tour de rôle devant chacun un tour de rôle Moi, on ne me prend pas, on m'emprunte, mais je vous laisse prendre Benguin. On vous empruntera après, M. Foster. Qui se comprend? Merci à tous de votre présence, de votre patience et de la qualité de vos questions. Messieurs, dames,